Je vais donner la parole à Sylvain Grisot, qui est urbaniste, fondateur de Dixit.net, une agence, je vais dire, qu'est-ce que je vais dire? Agence de conseil et d'innovation, vous en parlerez mieux que moi, pour la transformation de la ville. Vous êtes aussi l'AMO du programme Territoire pilote de sobriété foncière, au sujet duquel vous venez de publier un ouvrage, on va en parler. Il s'appelle « À la conquête du foncier invisible ». Il retrace l'aventure de la démarche TPSF dans les 7 premiers territoires qui ont bénéficié de l'accompagnement. Avant cela, vous avez écrit un manifeste pour un urbanisme circulaire, puis Redirection urbaine sur les chemins d'adaptation de nos territoires, dont vous allez nous parler maintenant. Je vous en prie. Bonjour, voilà. C'est assez impressionnant de se dire que tout ça a commencé à une terrasse de bar en juin 2020. On était 3. On avait froid et on n'avait pas le droit de rentrer dans le bar puisque c'était encore juste le déconfinement. Et il y a eu cette idée de tester des choses, de tester comment faire la ville autrement dans un contexte particulier qui était un contexte de ville moyenne. Je ne m'imaginais pas, me retrouverai à Épernay pour reparler tout ça. Territoire pilote de sobriété foncière, c'est donc une expérimentation. C'est pour moi aussi une forme d'expérience qui a été aussi à la source de ce dernier bouquin, Redirection urbaine. C'est un des retours terrain qui m'ont permis de raconter ces histoires, et il y en a beaucoup. Mais excusez-moi, j'ai oublié de vous dire bonjour. Donc bonjour. Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans les 30 turbulentes. Les 30 turbulentes, c'est les 3 décennies qui nous séparent de 2050. C'est cette période où on va devoir apprendre à vivre dans l'incertitude. On doit apprendre à la fois à vivre et à faire la ville dans l'incertitude. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis la pandémie, depuis cette terrasse de café, tout est bouleversé. On ne sait plus de quoi sera fait demain. On a eu des ruptures d'approvisionnement en semi-conducteurs, une guerre en Europe, des ruptures énergétiques. On a même manqué de papier toilette dans la 5e ou la 6e puissance mondiale. Et aujourd'hui, quand on fait la ville, on pense à 15 ans, à 20 ans ou à 50 ans, alors qu'on ne sait même pas de quoi sera fait demain. Donc bienvenue dans les 30 turbulentes, qui posent des questions structurantes sur la façon dont on fait nos villes, puisque quand on est faiseur de ville, et on est beaucoup impliqué dans ce type d'opération-là aujourd'hui, quand on est faiseur de ville, on trempe finalement dans la pleine responsabilité des 3 crises. La crise climatique dont on parle, la crise des ressources, mais aussi la crise de la biodiversité. Et comme le disait un collègue, si on est responsable, c'est qu'on a sans doute aussi une bonne partie des solutions entre nos mains. Sans doute, mais il va falloir sortir de l'impasse. Il n'y a pas une impasse, il y a plusieurs impasses. Je vais en citer en tout cas 3. La première des impasses, c'est la monoculture automobile. En 1908, quand la première Ford T sort, on a à la fois un événement qui va concerner nos villes, qui va envahir nos villes, qui va transformer nos villes, mais aussi on a un mode de production qui est inventé par Henry Ford, le travail à la chaîne. On vient standardiser des produits pour massifier la production. On va garder ça en tête, puisqu'on a, dès 1925, la nécessité d'adapter la ville à la voiture. Le départ de tout ça, c'est à Los Angeles, 1925, on demande aux piétons de rester sur le trottoir. C'est le début de ce grand mouvement, c'est à moins d'un siècle. Mais il faut attendre la Seconde Guerre mondiale, il faut attendre même le tout début des années 50 pour inventer un autre modèle de fabrication de la ville, directement inspiré de la fabrication de la voiture. C'est le suburb. Standardisation des produits immobiliers, industrialisation hors site, on fait des maisons standards sur du foncier standard. Et donc, on vient consommer du foncier agricole pour faire la ville avec une logique de monofonctionnalité, comme on dit dans la profession. J'habite là et je vais chercher les autres fonctions ailleurs grâce à la route, grâce à l'équipement des ménages en voiture. Et finalement, c'est tout un modèle qui s'invente en 1950 avec les premières Lewistown. Et ça va plus loin, on est sur la consommation foncière agricole, on est sur aussi des formes d'homogénéité sociale, puisque les premières Lewistown sont réservées uniquement aux Blancs et aux anciens combattants. Parce que c'est aussi un mode de financement, on s'appuie sur l'endettement des ménages pour l'acquisition de la résidence principale, et les anciens combattants américains bénéficiaient de garanties d'emprunt par l'État fédéral. 1950, on invente une nouvelle façon de faire le territoire. Et ça marche, ça marche, mais ça met 20 ans à se diffuser aux États-Unis et 20 ans à traverser l'Atlantique. Les Wheaton Sons construit 5000 logements, notamment en Île-de-France, et on se retrouve au tout début des années 70 quand l'État
fait un virage sur l'aile, hein, l'État en France, un virage sur l'aile et abandonne les politiques de la reconstruction pour commencer à tisser l'éloge du pavillonnaire. On s'appuie sur des acteurs privés, on parle d'une autre forme urbaine et on a ce slogan hein, qui revient, une France de propriétaires. Un système inventé finalement dans les années 70 qui est à la base de la deuxième des impasses, l'artificialisation des sols. On en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Ça a quelques impacts sur nos villes et nos vies, hein, puisque se développent ces territoires dans lesquels on dort, dans lesquels on vote, hein, mais dans lesquels on ne travaille pas. Hein. C'est le périurbain dans lequel vivent, d'ailleurs en général assez bien, hein, une bonne partie des Français, peut-être un quart ou un tiers selon les définitions qu'on va prendre. C'est une transformation physique hein, de nos territoires, évidemment les plus attractifs, parce qu'on a tous cette équation en tête, plus d'habitants égale plus de villes. Donc on va retrouver la géographie de la croissance et de l'attractivité. Alors quand on regarde un peu plus près, en fait on s'aperçoit que c'est pas tout à fait ça. On a des villes qui en France grandissent 3 à 4 fois plus vite que leur population, et puis quand on y regarde plus précisément, on s'aperçoit qu'on a un quart des surfaces de lotissement en France qui sont consommées, qui sont créées dans des communes qui perdent des habitants. Donc on a tous ce référentiel en tête. La consommation d'espace est une nécessité pour le développement d'un territoire alors qu'il n'y a pas de relation entre la dynamique d'un territoire en termes économiques ou en termes de population et sa consommation d'espace. Ça a des effets sur nos entrées de ville, ça a des effets sur nos capacités de production agricole, sur les milieux naturels et évidemment sur les fragmentations sociales. On l'a vu autour des ronds-points il y a quelques années. Et puis, dernière impasse dont je vais parler, qui est évidemment l'impasse climatique. Dans notre budget carbone, on a pratiquement 50% de nos émissions carbone qui sont associées de près ou de loin à la fabrique de la ville. C'est les bâtiments, mais c'est aussi les mobilités du quotidien qui sont dictées directement par la forme de nos villes. Hein. Alors, responsabilité des émissions climatiques, mais aussi, il y a décidément... Ouais, il y a un problème de... Non, je sais pas. J'ai dû dire une bêtise. Bon, écoutez, c'est pas grave, je vais continuer. Non, c'est bon? Voilà, oui. Responsable, la ville, des émissions, je ne le refais pas, mais aussi victime. Hein, victime à la fois du recul du trait de côte, victime des canicules, victime aussi des inondations. Ici, on est à Gatineau, hein, Gatineau qui a vu la rivière des Outaouais déborder. On est au Québec, hein, plus de 4000 réfugiés dans une ville qui n'avait jamais connu d'inondation. On est en 2017, 2019, nouvelle inondation, 2021, nouvelle inondation. On oublie une chose importante par rapport à la question du risque climatique. C'est que ce n'est pas seulement des coups plus violents et plus fréquents, on a tout ça en tête, c'est aussi une nouvelle géographie des risques qui est en train de se dessiner. Et on ignore encore aujourd'hui les contours de ces risques. Ça veut dire que la façon dont on gère aujourd'hui nos risques, de façon plutôt efficace, voilà, ouais, ça va venir. Parce que finalement, on le fait assez bien et on le fait depuis longtemps, gérer les risques, hein, notamment les risques climatiques, sauf qu'on regarde toujours en arrière pour modéliser l'avenir. Ce sont les événements de référence qui nous permettent de prédire, prévoir le futur. Or, aujourd'hui, on n'a plus d'événements de référence. Bienvenue dans les 30 turbulentes. Ça veut dire qu'on n'est pas face à une transition douce. On n'est pas face non plus à la capacité de dire « point trop d'infos, on arrête tout ». Hein, et c'est finalement un des partis pris de ce terme de sobriété foncière, qui est bien l'idée de faire, mais de faire autrement, mais de faire. Parce que face à nous, on a à la fois un effort de décarbonation nécessaire de la fabrique de la ville et de la ville dans sa globalité. On a aussi à adapter nos espaces urbains, parce qu'on le sait, le climat change quoi qu'il arrive. La question, c'est à quel rythme, et ça dépend de nous aussi. Et puis, il nous faut inventer cette nouvelle forme de résilience, ces nouveaux modes de gestion des risques urbains. Alors, le zéro artificialisation nette est arrivé. Alors, il n'y a pas de logo officiel, donc j'ai trouvé que ça. C'est peut-être la meilleure des nouvelles qu'on a eues. Alors, il y a énormément de problèmes, on l'a vu, on a pu l'évoquer, notamment cette
cette capacité arithmétique à finalement dire ce que devraient être nos territoires. Fondamentalement, il y a une erreur importante qui est associée à ça, c'est que avec le zéro artificialisation net, on s'est trompé d'ennemi. Et je peux le dire très simplement parce que moi-même, je me suis trompé, j'ai écrit un bouquin contre l'étalement urbain et dans la conclusion, je dis que je me suis trompé en fait. Il ne faut pas confondre la maladie et la fièvre. L'artificialisation des sols est certes un problème, mais ce n'est pas le problème. C'est un symptôme d'un mal beaucoup plus profond qui est un dysfonctionnement global de la fabrique de nos villes. Ça fait 50 ans qu'on concentre l'essentiel de notre activité à la production de bâtiments neufs dans la périphérie ou dans des grandes opérations de recyclage urbain. Le vrai problème, il est là. On s'est concentré sur la ville facile et ça a pour effet l'artificialisation des sols. Ne confondons pas les deux. Ça veut dire qu'on est face à quelque chose de beaucoup plus grave que l'idée de diviser une équation dans un tableau Excel. Il nous faut changer de système de production. C'est ce qu'on a voulu expérimenter ici, comme ailleurs, dans 6 autres territoires qui sont prêtés à ce jeu de la sobriété foncière. L'idée était de parler de tout, mais pas d'usant, mais en tout cas d'être clair sur le fait qu'on allait faire et qu'il fallait faire. Ben oui, parce qu'on a un sujet, il faut pas se tromper de priorité. Notre objectif, notre triple objectif, décarbonation, adaptation, résilience, il est d'ici 2050, il est pour l'ensemble des espaces urbains. Or, on a déjà construit au moins 80% de la ville de 2050. Ça veut dire que la question du neuf est une question intéressante, mais globalement complètement secondaire. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a déjà? Comment est-ce qu'on passe d'une forme d'urbanisme linéaire, consommation d'espaces essentiellement agricoles, production de biens, de produits immobiliers à obsolescence programmée, et puis génération derrière de vacances, de friches, de sous-occupation, à une forme d'urbanisme circulaire, c'est-à-dire aller chercher dans la ville déjà là la réponse à nos besoins. C'est ce qui sous-tend l'ensemble de l'expérimentation qui a été menée ici. Dans les bâtiments existants, les transformer, mais aussi tout simplement mieux les utiliser en travaillant les temps, et puis dans les espaces urbains, par les boucles de recyclage des sols, des friches, mais aussi les densifications plus ou moins douces. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on sait faire. On l'a vu ce matin, d'ores et déjà, on sait faire. La question, c'est quand est-ce qu'on s'y met, en fait? Quand est-ce qu'on passe à l'échelle? Parce qu'on en a des chantiers. On a 6 grands chantiers face à nous. C'est les 6 grands chantiers de l'adaptation de nos territoires. Ils ont tous en commun d'être connus. Ils ont tous en commun d'être déjà engagés sur différents territoires. Et ils ont tous en commun le fait qu'on n'a pas réellement accéléré. On n'a pas passé à l'échelle. Le premier, il est évident. Tout le monde en parle. On en parle même sur TF1 au mois de juin, au mois de juillet, tous les ans. C'est la canopée, vous savez. Tout à coup, on découvre dans les journaux télévisés que, en fait, il suffit de planter des arbres. Tout va bien. Ben oui, il faut planter des arbres, créer une nouvelle canopée dans nos villes, mais aussi désimperméabiliser les sols, on en a parlé, les réactiver, travailler les sols en place de façon à planter une nouvelle canopée sur nos villes. Mais il faut qu'on soit au clair sur l'ampleur du chantier. Le chantier est absolument massif, tellement massif qu'en fait, il faut qu'on considère qu'on est en train de faire un nouveau métro du Grand Paris, qu'on est en train de faire un nouvel Haussmann. Il faut dégager des moyens, dégager des modes d'intervention, mais aussi surtout dégager de la place. Et c'est la lutte des places qui doit s'engager pour faire de la place aux arbres dans nos villes. Oubliez les 3 arbres plantés sur la place de la mairie, oubliez les 4 arbres plantés au milieu du parking. Et il faut qu'on arrive à désimperméabiliser et végétaliser massivement. Est-ce qu'aujourd'hui, votre rue qui est en train d'être faite, la maîtrise d'œuvre que vous êtes en train de faire sur une rue qui est en train d'être réaménagée, vous êtes en train de faire l'espace public qui sera là en 2050. L'arbre qui nous fera de l'ombre en 2050, il faut qu'on le plante aujourd'hui. Autre chantier qui devrait être massif, plein de potentiel, c'est celui des temps. Comment on utilise mieux nos bâtiments existants, et essentiellement nos équipements publics, mais pas que, nos bureaux et aussi nos logements, on l'a vu. On a une ressource dans la sous-occupation qui est difficile à gérer, difficile à maîtriser. Pourquoi? Parce que c'est facile de construire, c'est beaucoup plus complexe de partager, de faire comprendre qu'il faut partager. Dans les temps, on peut aussi travailler sur l'occupation temporaire avec énormément de perspectives, notamment de programmation par le concret, sur lesquelles on vient essayer, et puis utiliser aussi les temps courts de l'urbanisme tactique de façon à tester, prototyper et finalement avoir des discussions in situ, dans la rue, en faisant, en testant, quitte à défaire derrière si ça ne marche pas. Comment on utilise enfin les temps comme étant des outils de l'urbanisme en se disant qu'on n'a pas que l'espace entre nos mains. 3e chantier, c'est celui du bâti. On en parle beaucoup, même si manifestement, en termes de financement, la réhabilitation du bâti n'est plus nécessairement une grande priorité. Quoi qu'il en soit, on est à côté encore de la plaque. On n'est pas du tout à l'échelle de l'enjeu. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de donner une nouvelle vie aux bâtiments qui sont déjà là.
Comment est-ce qu'on ramène l'ensemble des bâtiments existants construits avant 2012 à des étiquettes A ou B? Ce n'est pas juste une question d'isolation ou de changement de chaudière. C'est une question de réinvestissement massif pour qu'on soit dans une logique de nouvelle vie sur les bâtiments existants. Le chantier est massif et la perspective est aussi extrêmement différente. Il ne faut pas laisser ça à des questions techniques, énergétiques. C'est des questions de mode de vie, c'est des questions de reprogrammation de nos bâtiments et c'est aussi une question de changement de culture. Parce qu'aujourd'hui, on démolit par défaut, parce qu'on peut faire du neuf, on peut faire du standard. Il faut qu'aujourd'hui, tout devienne patrimoine. Non pas qu'il faille tout garder, ce n'est pas du tout le sujet, mais que par défaut, on garde. Qu'on ne démolisse que ce qui ne peut pas avoir une seconde vie. On se retrouve dans ce procès de 12 hommes en colère sur lequel il fallait bien un des jurés qui lève la main pour dire non, je veux qu'on ait le débat sur la culpabilité de ce jeune garçon. Et à la fin, on s'aperçoit qu'en fait, il n'est pas coupable. Alors, il se trouve que celui qui lève la main dans le film, c'est un architecte. Peut-être. Mais il faut quelqu'un dans chacune des réunions qui lève la main, qui dit non. D'abord, on essaie de réutiliser l'existant. Et oui, c'est plus compliqué. Oui, c'est sous-optimal, mais on en a besoin parce que le carbone n'est pas dans la chaudière fuel. Le carbone est dans la matière. Aujourd'hui, l'équation carbone du bâtiment, il est dans la matière et notamment dans la préservation des bétons armés. Faire durer ce qui peut et puis faire durable. En construisant des bâtiments qui pourront avoir une vie, 2 vies, 3 vies, mais en tout cas des bâtiments dont la structure sera là de façon extrêmement pérenne, au moins 50 ans et sans doute plutôt 100. Le quatrième sujet, il est au cœur de territoire pilote de sobriété foncière autour de l'espace urbain. Comment on vient retravailler les espaces urbains de façon à trouver des solutions à nos besoins, comme ici à Dreux, autour de l'atelier à spectacle, sur lequel, autour d'un équipement, un site est en train de se transformer, un quartier est en train de se transformer. Comment on travaille l'ensemble des nuances de densification. Je ne sais pas s'il y a vraiment des densifications douces. En tout cas, il y en a des petites et des grandes. Il y a toute une diversité de travail de l'existant qui doit être aujourd'hui notre quotidien sur tous les sites et tous les territoires. Et comment on réinterroge finalement la densification dure, la densification dans la métropole attractive. Et c'est des discussions qu'on a eues et qui sont extrêmement intéressantes, en tout cas pour moi, avec Lisa Bellucco, notamment, une élue locale devenue députée entre deux, impliquée à Poitiers sur ce sujet-là, qui parle de repolitiser la question de la densification. Repolitiser au sens de reposer ça comme étant un vrai sujet de démocratie locale. Non pas la couleur de la façade, mais faut-il ou pas construire? Qu'est-ce qu'il faut faire sur ces espaces-là, etc., etc. Donc prendre le temps d'avoir cette discussion. Puisqu'aujourd'hui, on a inventé ce que j'appelle la recette du pâté urbain. Tout part d'une équation économique. C'est l'opérateur qui a fait la meilleure offre, qui va faire le projet. Il va évidemment optimiser l'usage de la parcelle, donc il va bourrer en fait la parcelle. Et ensuite, tout ça part en bibrine devant les tribunaux, devant la presse locale, etc., etc. On a une certitude aujourd'hui dans ce processus qu'on a tous inventé. On participe tous à ce processus-là, même si on accuse le promoteur. La seule certitude, c'est qu'à la fin, tout le monde se fait la gueule. Le promoteur, le maire, le voisin, l'architecte, tout le monde se fait la gueule. Mais il y en a un qui ne fait pas la gueule. C'est celui qui a vendu le terrain. Parce qu'aujourd'hui, une politique du logement, sans s'attaquer à notre 5e chantier, qui est la question du foncier, de la maîtrise des prix et de la maîtrise foncière, de l'observation des potentiels, qui est au cœur de la recherche du foncier invisible, qui était à la base du travail sur TPSF. Une politique du logement sans politique foncière, c'est de la décoration. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'on revienne aux fondamentaux de façon à rendre possible le logement abordable dans les métropoles tendues, mais aussi le commerce utile du quotidien, du rez-de-chaussée, mais aussi le faire, l'artisanat, la production, etc., etc. La question foncière est centrale, elle est traitée aujourd'hui par un certain nombre d'opérateurs, l'exemple de la FTI en Suisse, sur lequel on a aujourd'hui à Annemasse, autour d'Annemasse, mais aussi dans d'autres territoires, des réflexions sur le fait d'arrêter de vendre du foncier économique, par exemple, ou les dissociations foncier bâti qui ont pu être évoquées ce matin. Et puis le dernier sujet, c'est le territoire, évidemment. Comment on pense 2050 ? D'abord en partant des fragilités et pas en fonction de courbes de croissance sur lequel chacun se choisit un futur, on choisit un scénario. C'est toujours le scénario volontariste, vous savez, c'est celui qui fait revenir la population, c'est celui qui calme la métropolisation. Enfin, chacun son scénario, et puis ensuite on fait de la planification. On trace des courbes sur un PowerPoint en se disant c'est ça, ce sera le futur. Mais on ne peut plus se payer le luxe de choisir un futur. Aujourd'hui, la question, c'est comment on travaille face à des futurs et comment on part avant tout à la fois de nos fragilités et de notre capacité à faire du lien
faire du lien entre territoires, peut-être des liens non institutionnels, mais des liens qui créent et qui font la résilience. Mais encore faudra-t-il mener ces chantiers. C'est ça la redirection finalement. C'est moins la redirection de la ville, c'est moins la redirection de nos territoires que la redirection des organisations qui font la ville aujourd'hui. Public, privé, des institutionnels comme des acteurs associatifs. Comment est-ce qu'aujourd'hui on se pose cette question fondamentale et je la prends d'un collègue, Emmanuel Bonnet, il dit que toutes nos organisations et tous nos territoires sont aujourd'hui des stations sport d'hiver de moyenne montagne. On a tous notre or blanc. Hein. Pour certains, c'est la neige. Mais pour d'autres, c'est le béton pas cher. Pour d'autres, c'est l'argent pas cher. Pour d'autres, c'est la capacité à avoir des matériaux sans se poser la question. Pour certains, c'est le foncier agricole. Et même pour certains, c'est le champagne. Hein. On a tous notre or blanc. Et on est tous confrontés à un fait aujourd'hui, c'est que ce qu'on croyait être une neige éternelle va s'éteindre d'une façon ou d'une autre. Mais on ne sait pas quand. Et donc, on est face à un choix. Est-ce qu'on rachète une paire de canons à neige ou est-ce qu'on pense à l'après? C'est bien ça la redirection. C'est comment est-ce qu'on engage une transformation de la façon de faire la ville, comment on investit finalement plus dans l'intelligence que dans le béton, puisqu'on l'a vu, toutes les solutions associées à la sobriété foncière sont toutes compliquées. Toutes. Hein? Donc il faut miser sur l'intelligence, l'ingénierie territoriale, on en parle beaucoup, il faudrait qu'on le fasse, mais l'intelligence des femmes et des hommes dans les organisations publiques et privées qui font. Il va falloir qu'on mise plus là-dessus et qu'on mise aussi sur les créativités, et pas que architecturales. On le voit, cette créativité, elle touche sur la question de la biodiversité, elle touche sur la question des montages opérationnels, des questions financières, etc., etc. Il va nous falloir être ingénieux, il va même nous falloir accepter de bricoler. Hein. Je pense que le bricolage, là-dessus, peut être heureux. Et puis réexplorer des futurs imaginaires, forger finalement une nouvelle capacité à regarder loin, pour distinguer un petit peu dans le brouillard une façon d'avancer. Hein, toujours des futurs et puis surtout des futurs à soi, de façon à faire des choix, hein, puisqu'aujourd'hui c'est ça la question, comment on aborde l'ensemble des A de la redirection, hein, adopter de nouvelles pratiques, adapter nos pratiques, mais surtout abandonner certaines. Le renoncement est un moyen d'avancement, est un moyen pour avancer. Qu'est-ce qu'on arrête aujourd'hui de façon à engager de nouveaux mouvements? Et c'est finalement la seule vraie discussion qu'on peut avoir quand on parle de stratégie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on arrête? À quoi on renonce pour faire? Pas juste pour arrêter, mais pour faire et pour arriver à avancer et à transformer aujourd'hui notre façon de faire la ville. Parce que ceci n'est pas une crise, contrairement à ce qu'on lit dans la presse. Hein, aujourd'hui, tout le monde rivalise pour essayer de prévoir la sortie de la crise, qui, je le rappelle, n'est pas la crise du logement, hein, qui dure depuis 20 ans, mais qui est une crise de la production neuve, hein, ce qui est un petit peu différent. Non, ce n'est pas une crise, parce que la crise, il y a un début et il y a une fin. Hein, et on ne vit pas l'ouverture d'une parenthèse et puis en attendant la fermeture d'une parenthèse en 2025, 2026, ça dépend des oracles. Hein. Non, on vit la fin d'une parenthèse. C'est la fin d'une parenthèse heureuse où on pouvait consommer du sol agricole sans se poser de questions, couler du béton sans se poser de questions, construire des bâtiments jetables et non durables, etc., etc., etc. C'est la fin de la ville facile. À nous de passer dans la ville compliquée, et oui, c'est ça la sobriété foncière sans doute. Et en tout cas pour nous, faiseurs de ville, c'est une façon assez passionnante d'agir et de travailler. On a pu le voir ici, comme dans les 6 autres territoires qui sont engagés dans le territoire pilote de sobriété foncière. Merci beaucoup pour votre attention.